Marine Tondelier qui s'inscrit donc dans la lignée de ceux qui sont venus malgré tout au rendez-vous fixé par Emmanuel Macron cet après-midi. Vous l'aurez compris, c'est reparti pour un round de consultation à l'Élysée au format complet. Cette fois, Emmanuel Macron qui a fait son casting sélectif, mais il le réunit à la même table du PC en allant à LR et donc en excluant LFI et le Rassemblement national. À gauche, on sent déjà à travers les prises de parole des uns et des autres qu'on fixe la ligne rouge pour Matignon. Je vais vous présenter mes invités qui vont m'accompagner pour commenter cette actualité très politique cet après-midi. On ne sait pas combien de temps, à proprement parler, va durer la réunion, mais on sera là pour la sortie. Ça, il ne faut pas en douter. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour François Coq. Bonjour. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci également pour votre participation. Alors, je vous propose de revenir à ce qu'a dit, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais Olivier Faure, qui était là juste avant Marine Tondelier et avant donc de rencontrer Emmanuel Macron, pour montrer un peu de quel bois il se chauffe. Il nous dit, écoutez, moi c'est la phrase qui m'a marqué, ils ont testé la droite, ils doivent maintenant essayer la gauche, les Français doivent être représentés, mais à l'exclusion du Rassemblement national, ça on l'a bien compris. Et à propos de LFI, alors ça serait intéressant pour vous de commenter, il dit, ils affaiblissent la gauche avec la politique de la chaise vide. On sent que les digues n'ont pas encore complètement sauté, mais le lien, il est quand même vraiment, le fil est vraiment distendu quand même entre les formations du NFP. Oui, au sein du nouveau Front populaire, on sent bien qu'il y a des stratégies à l'œuvre qui sont réellement différentes aujourd'hui. Elles l'étaient depuis le début, elles étaient simplement masquées, tout simplement parce que tous ont en tête que la seule élection structurante dans la Ve République est l'élection présidentielle. Et donc à partir du moment où dès le soir du premier tour de 2022, Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise, s'est positionné pour la suite, quand bien même il disait aux uns et aux autres de faire mieux. Il avait déjà en tête de se projeter déjà sur 2027. On voit bien aujourd'hui que le Parti socialiste, qui profite d'une résurgence plus ou moins grande à l'échelle européenne de la social-démocratie, essaie de refaire basculer le centre de gravité de la gauche de son côté, espère pouvoir se remettre en selle pour 2027. On voit bien que tous se projettent vers cette élection et que le reste, finalement, ne dessine que ça. On est aujourd'hui dans une grande part de cinéma. Enfin, j'ai entendu les déclarations de M. Faure, celles de Mme Tondelier. Elle dit, en substance, on y va, mais sans fausse naïveté. Non, mais ils viennent les uns et les autres dire ce qu'ils vont dire et qu'ils vont écouter. Voilà, ils viennent pour parler, pour discuter tranquillement autour d'une table, mais pas l'un d'entre eux n'a le début de l'idée d'une issue à cette situation, tout simplement parce qu'il résonne, et on aura l'occasion, je pense, d'y revenir, il résonne en vase clos, il résonne dans le cadre qui est désormais fermé, celui de la démocratie minoritaire, qui est le résultat des élections électorales, tant de 2022 que de 2024. Juste par rapport à ce que vous avez dit sur ce qui les réunissait, ils étaient sur des faux semblants, en fait, ils faisaient semblant de se comprendre. C'est-à-dire que tout le programme, rien que le programme, tout ça n'était qu'un leurre. Ça n'a jamais tenu la route, ils n'y croyaient pas une seconde. Non, c'est une stratégie électorale. Les uns et les autres savaient bien évidemment que s'ils partaient dispersés aux élections au mois de juin dernier, ils seraient réduits tous à la portion congrue. C'est d'ailleurs un élément qui était assez évident en termes d'analyse et dont on peut être étonné que M. Macron ne l'ait pas perçu à sa juste mesure et minoré cette facilité, d'une certaine manière, qu'aurait eu la gauche à se retrouver autour de son totem traditionnel qui est celui de l'unité. Alors, je vous propose, lui-même a été peut-être pris de court par le résultat des élections, en tout cas à ce degré, je parle des européennes. Je vous propose de réécouter ce qu'a dit Olivier Faure pour votre bonne compréhension, et Yvan, je vous fais réagir. C'est un rendez-vous pour nous important parce qu'il permet de venir dire ce que nous souhaitons pour le pays dans un moment qui est celui d'une crise politique, institutionnelle, et qui peut se muer en crise économique. Et donc nous sommes soucieux depuis le début qu'il n'y ait pas simplement un geste qui soit celui de la censure d'un gouvernement pour de bonnes raisons, parce que le budget présenté est un budget injuste, mais aussi de trouver une solution qui permette de trouver une sortie de crise. On parlait des agendas des uns et des autres. Cet homme, il a un congrès qui se profile. Et lui aussi, il faut qu'il donne des gages s'il veut être réélu, parce que sinon, en prêtant trop le flanc à LFI ou en étant considéré comme un supplétif de LFI, ça risque de pas le faire. Chacun a des considérations personnelles dans ce jeu. Et chacun fait des contorsions pour essayer effectivement de préserver son propre siège en ayant complètement évacué ce qu'était l'intérêt général. Et en l'occurrence, là, il est pathétique de voir cette petite cuisine interne qui fait que le Parti socialiste se rend compte aujourd'hui que son intérêt n'est plus de s'allier avec la France insoumise, mais d'essayer de frayer maintenant avec une sorte d'UMPS, en effet. Et tout ceci est d'abord est répulsif, enfin, pour un observateur qui observe
qui constatent que ces politiques n'ont plus aucune conviction, dans le fond, parce qu'ils se baladent au gré de leurs intérêts en fonction des alliances. Et puis surtout, nous vivons une grave crise de la démocratie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ceci. Or, cette crise de la démocratie est résolue par le président de la République en l'aggravant encore, en y excluant quasiment la moitié du corps électoral. C'est-à-dire, si vous y ajoutez la France Insoumise plus le Rassemblement National, c'est, en fonction des présidentielles, à peu près 50% de l'électorat qui est évacué. Donc, on est chez les fous, dans le fond. Et on se rend compte qu'on aggrave, plutôt que de la guérir, cette crise de la représentativité en faisant en sorte que ceux qui prétendent maintenant représenter cette France qui a viré à droite se réclament de la gauche. Alors, on va devoir prendre notre mal en patience parce qu'on ne sait pas, à vrai dire, combien de temps va durer la réunion en question. Peut-être 1 heure, peut-être que certains, une fois qu'ils auront transmis leur message et qu'ils n'auront plus rien à en attendre, partiront avant la fin, sait-on jamais. Dans l'intervalle, je vous propose de revenir à cette réunion qu'on dit secrète entre un certain Nicolas Sarkozy et le président de la République. Elle aurait eu lieu au sortir du week-end. En sous-main, Nicolas Sarkozy qui aiderait donc le chef de l'État à tenter de trouver le bon équilibre pour ne pas être censuré trop vite, à vrai dire. Il plaide, lui, on le sait, pour Sébastien Lecornu. A priori, ce ne serait pas un scénario qui serait acceptable par la gauche. On va revenir à ces enjeux avec le décryptage de Gauthier Lebray. C'était une réunion très discrète entre 2 présidents. Dimanche soir, à l'Élysée, Emmanuel Macron a convié Nicolas Sarkozy pour échanger au sujet du futur gouvernement. L'ancien président plaide pour poursuivre l'alliance du socle commun entre les macronistes et les républicains, avec toujours le même risque, celui d'une motion de censure de gauche votée par le Rassemblement national qui pourrait une nouvelle fois renverser le Premier ministre. Nicolas Sarkozy pousse Sébastien Lecornu à Matignon et souhaite que Bruno Retailleau conserve son poste de ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau qui se verrait bien propulsé numéro 2 du gouvernement. Le problème, Emmanuel Macron hésite et espère arracher le Parti socialiste aux griffes de la France insoumise. Si le PS ne censure pas, le RN perd son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Mais pour convaincre le PS de ne pas censurer, le président ne peut pas nommer Sébastien Lecornu à Matignon et promouvoir Bruno Retailleau. Il est coincé. S'il y a bien un cas de figure que Nicolas Sarkozy ne veut pas voir advenir, c'est la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Le maire de Pau a appelé à 2 reprises, en 2007 et en 2012, à voter contre lui au second tour de la présidentielle. Si Emmanuel Macron fait malgré tout le choix de nommer l'ancien ministre de l'Éducation nationale, sa relation avec Nicolas Sarkozy pourrait se voir terriblement entachée. Il est vraiment coincé, François. Est-ce que la seule solution, c'est vraiment de nommer, par exemple, un Premier ministre PS? Mais alors, à ce moment-là, que vont faire les renaissances? Ah non, mais moi je considère que le chef de l'État est réellement coincé, c'est-à-dire que d'un point de vue rationnel, politiquement, il ne reste aujourd'hui absolument aucune issue, si vous le permettez. Vous avez commencé l'émission en disant que M. Macron réunissait les différentes forces et l'avait fait cette fois de manière sélective. Ce que vous vouliez dire par là, c'est qu'il a déjà procédé exactement de la même manière cet été, mais que le corps des gens qu'il réunit est plus réduit que cet été. Oui. Donc finalement, on est en deçà de ce qu'il était capable de faire cet été. De la même manière, il réunit des forces un petit peu dans le format dit Saint-Denis, comme le rappelait Madame Tondelier, mais là encore, avec la France Insoumise en moins et le Rassemblement National en moins, qui représente quand même une part importante de l'électorat, comme on le disait. Pouvoir de la censure. Donc on est dans une forme de régression. On n'avance pas vers une solution, c'est que plus on avance et plus on recule. Ce que je considère aujourd'hui, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, tant qu'on est dans une situation et qu'on fonctionne en vase clos. Et d'ailleurs, quand je vois le président Sarkozy venir faire un casting de noms, je me dis, on est vraiment dans l'entre-soi et on est en train de rajouter du problème au problème, si j'entends bien, puisque les inimitiés personnelles viennent se rajouter aux problèmes politiques. Dans l'entre-soi et dans le déni aussi de la réalité. Dans l'entre-soi et dans le déni. Il n'existe nulle part, écoutez bien, il n'existe nulle part au sein de l'Union européenne, dans les pays qui sont rentrés dans une situation de démocratie minoritaire, c'est-à-dire où les gouvernements, avec leur coalition, sont minoritaires au sein de leur propre Parlement national. C'est la majorité des pays de l'Union européenne, il y en avait 18 en 2018. Nulle part, il n'y a des sorties par le haut de cette situation. Donc, si on ne peut pas en sortir au sein de la démocratie minoritaire en faisant des petits jeux d'appareils, des coalitions larges qu'on appelle désormais des coalitions grands chapiteaux, en mettant un tel ou un tel, tout ça dépourvu aujourd'hui de lignes rouges, de fils idéologiques, des fils conducteurs idéologiques, excusez-moi, eh bien, dans ce cas-là, on n'en sort pas. La seule solution aujourd'hui, c'est de refaire trancher les choses par les Français, donc, en ayant une autre
autre offre électorale. Il n'y a pas 50 000 solutions. Soit on y va directement, le président de la République démissionne, Ah bah, il a et dit dans non, ce cas-là... il a dit j'y suis, j'y reste. Enfin, vous l'avez entendu il comment le dira le temps qu'il pourra le dire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que le Conseil constitutionnel se prononcera pour qu'une dissolution puisse intervenir derrière et qu'elle ne soit pas rejetée dans quelques mois. Oui. Soit, dès à présent, le président de la République prend acte qu'il y aura un retour devant les Français différés, c'est-à-dire dans 10 mois, quand on le pourra au mois de septembre prochain ou à partir du mois de juillet prochain, mais ça s'annonce aujourd'hui. Soit il acte Et dans lui-même... l'intervalle, il fait quoi? Dans l'intervalle, Un gouvernement technique pour expédier... un gouvernement qui gérera les affaires courantes Mais il pour les faudrait qu'il quelques s'engage mois sur une et dissolution. qui nous laissera le temps d'avoir une autre offre électorale, parce qu'entendez le Oui. dernier point que je mets sur la table, si on retourne D'accord. devant les Français avec la même offre électorale totalement sclérosée qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, On va de la tripartition enchaîner de les l'espace, gouvernements, ouais. voilà, on aura Ouais. le même résultat qu'en juin dernier. il a raison. En fait, la seule solution, c'est de s'engager sur une dissolution à venir pour pouvoir calmer un peu les esprits. Vous parlez de Oui, de François, de son analyse. Non, de l'analyse Oui, de je François. suis tout à fait d'accord. De toute Parce façon, que s'il s'engage pas sur une dissolution, on est tous d'accord pour dire que Macron s'est mis dans une... Non, mais je parle même pas de sa démission, là. Je parle d'une autre dissolution à venir sur laquelle il s'engage Une fermement. autre dissolution, mais il y aura quoi qu'il arrive également à se poser, en effet, mais ça vient d'être dit, je ne vais pas le répéter, la démission du président de la République qui s'est mis dans une impasse et qui en plus n'arrive pas à admettre sa propre responsabilité. Nous l'avons entendu vendredi dernier dire que le responsable était ce front anti-républicain. Ouais. C'est-à-dire qu'il a reproché précisément à ceux qui ont voté la censure de ne pas avoir joué le jeu de la République. En plus, avec une sorte de contradiction, parce qu'il invite malgré tout à l'Élysée aujourd'hui des partis qui ont voté la censure. Et certes, Oui. les LFI avaient voté la censure, mais les écologistes l'ont voté, le Parti communiste l'a voté, et on ne sait pas pourquoi il y a une discrimination entre tous ces partis-là. Moi, ce que je vois et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la droite se met dans ce guêpier-là. Je ne comprends pas la position du président de la République. Eh ben, on va essayer de comprendre la à droite travers- n'a rien à faire dans ce On méli-mélo-là, va essayer de parce comprendre à travers- qu'elle va être invitée, dans le ce que fond, vous à avez cautionner ce coup de force, ce coup d'État démocratique, de mon point de vue, et elle va être amenée à cautionner également une sorte de macronisation de ses propres intérêts, ce qui va parfaitement imbécile. D'abord, les perdants, enfin, les perdants du jeu d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été conviés. Marine Le Pen, regardez ce qu'elle a écrit. Elle a décidé, la présidente de son groupe à l'Assemblée, de prendre un peu de hauteur, un peu résignée de ce mépris. Je fais mon miel, ça ne m'atteint pas. Emmanuel Macron considère la démocratie à géométrie variable, être reçu à l'Élysée, mais pour faire quoi? Pour me proposer d'être dans un gouvernement? La réponse est non. Bon, elle est plutôt pragmatique. On va écouter Jordan Bardella. Lui, il est un peu plus énervé qu'elle quand même. Oui. Ce mépris, cette arrogance, cette inélégance à l'égard des électeurs du Rassemblement national, elle m'est insupportable. Et ça démontre encore une fois, non seulement qu'il y a un parti unique qui s'est consisté sous une forme de système, qui va de M. Wauquiez au Parti socialiste et peut-être même aux communistes et aux écologistes, qui est prêt à diriger ensemble. Et il y a de l'autre des gens comme le Rassemblement national qui ont pris leurs responsabilités il y a quelques jours en empêchant un budget qui est un budget déraisonnable, de récession, de taxation et de punition pour nos compatriotes, et notamment pour nos compatriotes les plus précaires. Alors, et puis vous parliez de la droite. J'aimerais vous partager moi, ce communiqué que j'ai trouvé assez intéressant de la part de François-Xavier Bellamy. Alors, il est un petit peu long. J'espère qu'on en a extrait quelques passages. Voilà, je m'y rendrai pour ne pas laisser la gauche revendiquer le pouvoir. La censure a redonné à ceux qui ont porté le NFP une occasion de prétendre gouverner pour nous. Empêcher ce coup de force est toujours une priorité, donc il se pose en sorte de rempart du NFP. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette phrase. S'il s'agit de consulter les différents groupes politiques, alors tous auraient dû être invités, y compris le RN. On sait que parmi les gens de droite, la droite conservatrice classique, il n'est pas le plus rétif aux idées du Rassemblement national. Il a même été approché en vue des européennes. Il a raison quand même quand il dit ça. Que tout le monde aurait dû y participer. En fait, le problème de cette réunion, c'est qu'on ne comprend pas quel est son objet. On ne comprend pas quel est son objet. Est-ce qu'on est pour discuter, justement, on l'a évoqué il y a un instant, d'un gouvernement pour 6 mois ou d'un gouvernement qui pourrait tenir jusqu'à l'échéance de 2027? Quel est son objet à ce gouvernement? Est-ce que son objet, sur le fond, c'est juste de faire passer un budget pour 2025? Ou est-ce que c'est une base programmatique, comme le disait au départ M. Macron, avant qu'on entende dire que le but était juste de voir quelles étaient les lignes rouges et les sujets que les forces en présence seraient d'accord pour ne pas aborder, pour se retrouver ensemble dans un gouvernement? Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'objet et de cadre à cette réunion. D'ailleurs, M. Macron n'est pas un gentil organisateur, c'est plutôt un piètre organisateur en la matière. Il ne donne pas le cadre politique, et quand on appelle à une réunion, c'est ce qu'on doit faire en premier. Et sur la surface de cette réunion, sur les gens qui sont aujourd'hui invités,
on voit bien là encore qu'il nous dit qu'il invite les différents groupes, mais dans ce cas-là, Mais pourquoi en ne toute pas en inviter objectivité, certains? Ou est-ce qu'il invite que ceux qui veulent participer et faire des concessions pour participer à ce gouvernement? Mais j'ai entendu Mme Tondelier dire qu'elle n'était pas prête Oui, à c'est faire ça. des concessions, le PS dire qu'il n'était pas prêt à aller dans un gouvernement avec un Premier ministre de droite. Donc dans ce cas-là, enfin, on voit pas Autant bien... inviter tout le monde ou personne. Voilà, on voit pas bien quelle est la surface Mais des bon, choses. vous les connaissez bien, en toute honnêteté, en 2 secondes, LFI, même s'ils avaient été invités, ils y seraient allés. Je crois que dans la, Ils auraient dit, oui, dans la si celui-ci période, restait. si on veut être entendu des Français et plutôt compris des Français, la position en extériorité telle que l'exprime Mme Le Pen ou telle que l'exprime aujourd'hui LFI n'est pas celle qui va le plus leur nuire. Hein. Je crois que ne pas participer à ce raout va pas poser de grands problèmes vis-à-vis de l'électorat à ces différentes forces. Hein. Yvan. Oui, l'objet de ces réunions, on l'a bien compris, au contraire, il est même assez clair, c'est de faire tenir Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive. Tout cet objet-là n'est simplement fait que pour lancer une bouée de sauvetage à Emmanuel Macron, qui n'a plus de légitimité et qui est maintenant incontesté par une très grande partie du peuple français. Et donc, c'est ceci qu'il faut analyser. Quant à la position, moi je suis d'accord avec vous pour dire qu'en effet, la position la plus confortable aujourd'hui, c'est celle de la rupture significative, c'est à travers le fait que ces formations exclues n'ont pas du tout intérêt dans le fond à participer à cette mascarade. J'observe d'ailleurs qu'il y a tout de même une dissonance entre Bardella et Marine Le Pen dans le fond, puisque M. Bardella regrettait de ne pas avoir été invité, tandis que Marine Le Pen assume précisément son rôle de paria, et je pense que c'est plutôt elle qui a raison. Elle n'a pas à jouer cette comédie immonde, d'autant, je le rappelle, j'avais donné cet argument hier, je crois, mais le Rassemblement national aujourd'hui, par son assise sociologique, représente quasiment l'ensemble de la droite. C'est Dominique Régnier qui avait dit ça dans une interview au Figaro en juillet dernier. Le Rassemblement national, c'est la droite, disait-il. Enfin, elle représente 80% de la droite. Donc ça veut dire que, pour l'instant, le président de la République, avec l'aval, semble-t-il, de Nicolas Sarkozy, est en train, dans le fond, de cautionner la mise au rencard, la marginalisation de toute cette droite qui devient une droite majoritaire. Alors que, je termine juste, alors que la gauche en France, aujourd'hui, selon les estimations, c'est 27% à peu près de l'électorat. Donc si je suis la logique absurde qui est celle qui est maintenant défendue par Emmanuel Macron, c'est de donner le pouvoir, enfin en tout cas une partie du pouvoir, à cette gauche-là qui ne représente plus personne. Donc la crise de la représentativité arrive vraiment dans les abîmes. Je ne suis pas du tout sûr qu'il nomme un Premier ministre de gauche, vu comment les choses ont évolué. Je ne sais pas, mais enfin, il se met dans un tel piège aujourd'hui que toute la logique voudrait qu'on y arrive. On attend Constance Le Grip qui devrait nous rejoindre normalement du côté de l'Assemblée nationale d'un instant à l'autre. J'aimerais qu'on revienne à cette guerre, cette semi-guerre fratricide qui se joue au sein du NFP. Emmanuel Bompard, ce matin, qui avait un message pour les socialistes et les communistes en mode mise en garde un peu. Je les appelle à ne pas céder aux sirènes et à la tentation du gouvernement d'union nationale et de la grande coalition, parce que ça conduirait à les voir renier les engagements programmatiques qu'ils ont pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Donc moi, je forme le vœu, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de rentrer dans un gouvernement d'union nationale et par là même de détruire le nouveau Front populaire. Puisque si à la fin, vous vous retrouvez dans un gouvernement dans lequel vous avez Olivier Faure et Bruno Retailleau, je pense que tout le monde comprendra que ce n'est pas un gouvernement qui va faire la politique du nouveau Front populaire. Tout le monde comprendra aussi qu'il annonce la fin du NFP si jamais il cède à ce genre de sirène. Oui. Écoutez la réponse quand même de Fabien Roussel au passage. J'aurais préféré qu'ils viennent et qu'ils fassent le choix de venir dialoguer et qu'ensemble, unis, nous soyons une force pour peser. C'est de leur faute s'ils ne sont pas là cet après-midi. La coalition que nous représentons pèse 193 députés et donc elle est forte parce que elle est arrivée en tête des élections législatives et donc on doit peser ensemble sur le gouvernement. Donc là, ils font le choix de ne pas venir, mais je ne doute pas que demain, ensemble, les députés seront pesés dans les débats puisque c'est le Parlement qui doit pouvoir reprendre la main. Sauf qu'en cas de scission, enfin je veux dire d'implosion du NFP, à qui profite, peut-être pas le crime, mais à qui profite cette implosion, ou plutôt à qui ça porte préjudice? C'est ça. Est-ce que les socialistes ont intérêt à sortir du NFP? Non, mais les gens qui regardent ces images ont l'impression de voir une rediffusion parce que c'est le petit jeu traditionnel à gauche avant chaque élection. Aujourd'hui, c'est avant cette réunion. Oui. C'est le petit jeu, si vous permettez l'expression, de celui à qui on va refiler en dernier le mistigris
de la rupture de l'unité. C'est quand même ça le jeu habituel au sein de la gauche, et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est pas ma faute, c'est toi qui le premier va rompre l'unité de la gauche. On a bien entendu ces déclarations. Je note quand même qu'on est passé à une étape supérieure. Il y a une autre déclaration de M. Bompard ce matin qui met en garde les socialistes en leur disant, et c'est ça qui va répondre à la question que vous venez de poser, en leur disant attention, nous verrons bien combien vous aurez de députés si nous n'allons pas unis à la prochaine élection législative. C'est-à-dire pas grand-chose. Et comme on sait que la dernière négociation a été extrêmement favorable, contrairement aux apparences, à LFI au sein du nouveau Front populaire, non pas en nombre, parce qu'ils ont laissé beaucoup de circonscriptions au Parti socialiste, mais en qualité. Qualitativement, ils ont gardé les meilleures circonscriptions, celles où lesquelles, si on a une étiquette de gauche, quelle qu'elle soit, on est unis, on est élu dès le premier tour. Et donc le Parti socialiste est depuis le début dans cet entonnoir. Il est obligé d'une certaine manière de rester accolé à LFI d'un point de vue électoral pour avoir des élus, et deux autres, ils sentent bien que s'il veut recréer une dynamique, il faut qu'il s'autonomise. Un dernier mot, parce qu'on... Ce que l'on voit apparaître est quand même très intéressant. On se rend compte que le Front républicain, qui donc a fait échouer le Rassemblement national au deuxième tour des législatives, était de la fausse monnaie. Il y a eu un abus de confiance qui a fait en sorte que ce Front de gauche prétendument uni et qui se désunit à la première occasion a vendu une unité qui n'en était pas une. Or, les Français se sont laissés gruger par ceci. Et alors, j'espère qu'enfin, les leçons seront tirées de cet abus de confiance-là. Mais une unité non dynamique, si vous permettez. Parce que l'unité, elle peut créer une dynamique, elle peut permettre d'aller au-delà de la somme de ce que sont les uns et les autres. Aux législatives, ça n'a pas été le cas. La gauche est à son socle minimal. Malgré tout, le Rassemblement national qui était promis à une victoire assez éclatante a malgré tout échoué par cette union-là, qui était quand même une union fictive. Elle n'était pas en dynamique, mais c'était une union des contraires. Oui, mais la gauche qui est en dessous de 30%, toute la gauche rassemblée qui est en dessous de 30%, malgré tout, une union efficace tour des élections législatives, ça n'existe pas. Malgré tout, une union efficace dans les buts qu'elle s'était donnés, qui était de faire échouer le Rassemblement national. On ne va pas la faire patienter trop longtemps non plus. Constance Legré, parce que cette image est... Non, ce sont des images de tout à l'heure. Marine Tourdelier qu'on apercevait, je croyais qu'elle était déjà sortie de la réunion, vous voyez. Constance Le Grip qui est avec nous, députée Renaissance. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour. On s'interrogeait il y a quelques instants sur l'opportunité, au fond, pour Emmanuel Macron de ne pas convier ni le RN, ni LFI. On a l'impression que, on avance sans avancer et que de tout ça ne sortira rien de bon, finalement. Alors, je crois que, très franchement, la question de savoir quel est le format de la réunion qui a démarré il y a quelques instants à l'Élysée autour du chef de l'État n'est pas une question absolument essentielle. Je ne sais pas si nos compatriotes s'interrogent en ce moment tous les matins pour savoir qui va s'asseoir à côté de qui. Je pense que ce qui est important, c'est... Ils savent compter la capacité de blocage. Et clairement, aussi bien le RN que LFI ont fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de s'engager sur ce chemin de conciliation et de compromis, qu'ils n'étaient pas dans un esprit de dialogue, dans un esprit constructif. Donc j'allais dire, tout logiquement, le chef de l'État a tiré les conséquences de ce qui avait été dit, de ce qu'il avait entendu, des postures et des positions des uns et des autres, et appelle celles et ceux qui font savoir qu'ils sont prêts à s'engager dans un chemin de dialogue et de construction d'un éventuel accord, pas un accord de gouvernement, on n'en est pas du tout là. Il ne s'agit pas de parler de la composition du gouvernement ni de la rédaction de la plateforme commune, on n'en est pas là du tout. C'est pas ça le chemin qui peut peut-être être dessiné, on le verra cet après-midi à l'Élysée. C'est plutôt le chemin de responsabilité et de convergence sur un constat. Il faut essayer de bâtir un gouvernement qui pourra avoir un minimum de garantie de stabilité et de durée. Parce que c'est ça qui est important pour nos compatriotes, la stabilité et la durée. Ça marche que si on a un Premier ministre de gauche, puisqu'ils l'ont dit comme ça, et sans plus de rondeur que ça. Si vous nommez pas un PM, un Premier ministre de gauche, ce sera sans nous. Donc on reviendra... C'est pas du tout... Non, c'est pas du tout ce qui est dit par les uns et par les autres. Et puis, les réunions démarrent. Ne tirez pas de conclusions définitives, alors même que les réunions, celles de l'Élysée, les réunions qui se tiendront plus tard, lorsque un Premier ministre, quel qu'il soit, aura été choisi
par le chef de l'État aura été désigné. Des travaux s'engageront autour de ce Premier ministre ou de cette Première ministre pour essayer de construire un chemin commun. Mais ne tirez pas de conclusion. Il y a plusieurs formules possibles, vous le savez, participation à un gouvernement, soutien sans participation, accord de non-agression, de non-censure. Et clairement, aussi bien Madame Le Pen que Jean-Luc Mélenchon ont fait savoir qu'ils n'hésiteraient pas à voter à nouveau une motion de censure. Donc ça ne mettait pas, vous en conviendrez aisément avec moi, ces deux formations politiques-là dans une situation de construction d'un chemin de responsabilité dans le dialogue et la tentative de construire des compromis. Nous en sommes là. Y a-t-il des voies possibles pour la constitution d'un chemin qui permettra d'avoir un gouvernement stable, qui tienne et qui enfin puisse avoir un peu de temps devant lui pour s'occuper des Français. S'occuper des Français. Parlons-en de s'occuper des Français, justement. J'avais une dernière question à vous poser. 63% des Français estiment qu'avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il eût été bon que le président de la République remette son mandat pour tenter de sortir la France de l'ornière, parce que sinon, eh bien, on court vers un potentiel blocage qui va durer quand même 30 mois, enfin un peu moins de 30 mois à vrai dire. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il pense à, plutôt qu'à son sort personnel, qu'il pense à l'intérêt général? Je crois que le chef de l'État pense à l'intérêt général, tout comme beaucoup de parlementaires ici à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai aussi, beaucoup de sénateurs songent à l'intérêt général et songent à trouver ensemble le chemin pour permettre à un gouvernement de gouverner. La France a besoin d'être gouvernée. Mais alors vraiment, je n'appelle pas à la démission du chef de l'État, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Et toutes celles et tous ceux qui sautent comme des cabris sur la chaise en disant démission, 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 ne rendent, à mon avis, absolument pas service à la France. Je ne crois vraiment pas utile ni pertinent de mettre notre pays sous tension politique, sous tension électorale permanente. Nous venons de connaître une dissolution le 9 juin dernier, dissolution qui avait été d'ailleurs à l'époque largement réclamée, largement exigée par le parti de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella. Nous venons de vivre le renversement d'un gouvernement par le vote d'une motion de censure. Je pense qu'il est temps maintenant d'essayer de construire plutôt que d'appeler en permanence à l'instabilité, au basculement et au renversement des institutions. Merci beaucoup, Madame Le Grip, d'avoir été Français et pour la France. D'avoir été des nôtres cet après-midi. On remercie bien sûr Élodie Huchard pour la réalisation de ce duplex. C'est très symptomatique des renaissances, en fond, ce qu'on a entendu. Oui, avec y compris cette chute sur le renversement des institutions. Je suis désolé, mais les parlementaires ont usé de l'outil institutionnel qu'ils avaient à disposition pour exprimer leur désaccord sur un budget, et plus encore, parce que je pense que le problème n'est pas le budget aujourd'hui, pour exprimer leur désaccord et leur incapacité à travailler dans une situation politique qui ne permet pas aujourd'hui de faire et d'aller vers le fait majoritaire, dont on voit bien aujourd'hui qu'il y a une aspiration profonde, une nécessité politique, mais une aspiration aussi profonde de plus en plus à le retrouver. Oui, la 4e République devait sans doute ressembler un peu à ça, avec ses arrière-cuisines, ses petites magouilles, cette combination-là et ces instrumentalisations. Ça a duré un certain temps quand même, je vous rappelle. Pardon ? Ça a duré un certain temps. Elle a duré longtemps, mais malgré tout, elle s'est écroulée avec la guerre d'Algérie en l'occurrence. Et donc là, il est possible d'ailleurs que nous assistions à la fin d'un système, à la fin d'un monde, à la fin de ce vieux monde politique. Mais quand Madame Constance Le Grip dit que Emmanuel Macron, en fait, a pris acte du fait que ni la France insoumise ni le Rassemblement national ne voulait participer à cette réunion, c'est partiellement faux, parce que c'est quand même Emmanuel Macron, vendredi dernier, qui eux-mêmes, je l'ai expliqué tout à l'heure, a exclu du champ républicain ceux qui, précisément, avaient été considérés comme étant anti-républicains pour avoir osé s'affronter à sa petite personne. Or, je vous rappelle tout de même que le président de la République, de par sa fonction, est le président de tous les Français. Donc, quand vous avez le président de tous les Français qui exclut la moitié d'un électorat, ce n'est plus le président de tous les Français, c'est un président qui use par coup de force, c'est un président, me semble-t-il, qui devient de plus en plus despotique et en tout cas de plus en plus indéfendable. Avant de passer à la 6e, on pourrait déjà insuffler une dose de proportionnel. Ce serait déjà un début.
C'est sans doute l'une des discussions qui sera sur la table cet après-midi. On évoquait le Parti socialiste tout à l'heure, et l'une des portes de sortie, en tout cas pour leur intérêt personnel, c'est sans doute l'instauration d'une part de Merci, on marque une courte pause et on revient pour évoquer ce qui se passe bien sûr en Syrie, avec ces interrogations aussi sur le profil et le sort des quelques 10 djihadistes français qui ont été repérés dans la prise d'assaut de Damas, mais il serait une centaine appartenant à des obédiences, à des mouvances différentes qui agiraient en Syrie depuis plusieurs années déjà. Pratiquement 14h30, de retour avec Mickaël Dos Santos pour le journal. Rebonjour Mickaël. Près d'une semaine après la censure du gouvernement, Emmanuel Macron tente donc de sceller un pacte de non-agression pour tenter de sortir de la crise. Oui, depuis 14 heures, le chef de l'État consulte les responsables des différents partis, au Rassemblement national et France Insoumise. Écoutez Olivier Faure, le patron des socialistes, qui déplore la position de LFI. Je regrette leur position parce qu'ils affaiblissent la gauche. Pourquoi refuser le dialogue à un moment où, au contraire, les Français se demandent ce que va être la suite? Donc je pense que la politique de la chaise vide est une forme d'affaiblissement de la gauche et donc je regrette qu'ils ne soient pas là, effectivement. Un mot de votre actualité dans de nombreuses familles. Les médicaments anti-rhume en vente libre en pharmacie, c'est désormais terminé. Oui, fini. Dès demain, il faudra obligatoirement une ordonnance pour se les procurer. Attendu depuis plusieurs semaines, cette décision a été prise, plusieurs années même. Cette décision a été prise en tout cas par les autorités sanitaires pour contrer les effets indésirables de 8 traitements. Ils sont nombreux, parmi eux des infarctus, des AVC, des convulsions ou encore des réactions cutanées. Mathilde Ibanez. Disponibles sans ordonnance, sous forme de comprimés ou par spray nasal sur prescription, ces médicaments contre le rhume font l'objet depuis plusieurs années de nombreuses critiques, à commencer par l'Agence nationale de sécurité du médicament, car ils peuvent provoquer de graves effets secondaires, comme des AVC et des infarctus. Les mesures de réduction des risques mises en place n'ont pas suffisamment réduit la population exposée au risque de survenue d'effets indésirables rares, mais graves. Largement utilisés en hiver, Actifed-Rhume, Dolirum, Humex-Rhume ou encore Nurofen-Rhume par exemple font partie des 8 médicaments aujourd'hui interdits à la vente libre en pharmacie. Au regard d'une part de très nombreuses contre-indications, précautions d'emploi et des effets indésirables connus de la pseudoéphédrine et d'autre part du caractère bénin du rhume, la possibilité d'obtenir ces médicaments sans avis médical fait courir un risque trop important aux patients. En 2023, l'Agence du médicament français avait pour la première fois déconseillé explicitement leur utilisation. Cette décision avait pour un temps fait décliner les ventes des traitements anti-rhume, mais celles-ci rebondissent depuis septembre. L'actualité judiciaire à présent, deuxième jour du procès du réalisateur Christophe Ruggia. Hier, l'actrice Adèle Haenel, qui l'accuse d'agression sexuelle entre ses 12 et ses 14 ans, l'a traité de menteur à la barre. Le cinéaste, lui, se dit victime d'une actrice qui s'est radicalisée. Célia Barotte, bonjour, vous êtes au tribunal correctionnel de Paris. Est-ce que l'ambiance est toujours aussi électrique ? Eh bien, Mickaël, depuis hier, vous l'avez rappelé, Adèle Haenel ne cache pas sa colère qui l'habite lorsqu'elle se retrouve face à Christophe Ruggia. Elle montre des signes d'agacement et parfois d'énervement en changeant de place sur le banc des parties civiles ou en tapant des mains ou encore sur la table. Et il y a quelques instants, Adèle Haenel a explosé. Elle a fait exploser cette colère lorsque Christophe Ruggia est revenu à la barre et qu'il était à nouveau en train de parler du film Les Diables et qu'il soutenait à la barre avoir tenté de protéger Adèle Haenel lors de ses débuts dans le cinéma, notamment en lui proposant de prendre un pseudo. Adèle Haenel s'est levée, elle s'est levée de sa place en hurlant « Non mais ferme ta gueule !» Puis très émue, elle a quitté la salle d'audience pour reprendre ses esprits. Bien avant cette scène, Adèle Haenel avait précisé à la barre que la seule protection qu'elle avait eue face à la violence qu'il lui a fait subir, c'était les mots qu'il lui donnait, que personne n'a pensé à elle, personne ne s'est soucié de l'enfant qu'elle était au moment des faits qui sont jugés lors de ce procès. Merci beaucoup Célia pour ces premières informations. On rappelle que donc l'heure est au plaidoirie de la défense et au réquisitoire. On est à 5 jours de la visite du pape en Corse. Oui, ce dimanche, plus de 100 000 personnes vont accueillir le souverain pontife sur l'île de Beauté. À Ajaccio, les policiers et les hôteliers sont mobilisés. Les commerçants, eux aussi, vendent déjà des articles à l'effigie du pape François. Félix Perolaz. Une affiche à l'effigie du pape ou encore des bougies. En Corse, les commerçants et les riverains se préparent à la venue du souverain pontife.
Alors j'ai dessiné le pape de dos, voilà, je voulais que ça soit un petit peu suggéré, je voulais pas qu'on le voit de face, devant notre cathédrale d'Ajaccio, avec bien évidemment la Madonnouche. Le préfet a estimé à 35 000 le nombre de personnes qui assisteront à cette journée de visite, à la messe ou à la déambulation. Alors, les commerçants se préparent à un nombre important d'acheteurs. Alors, depuis une bonne semaine, nos clientes nous sollicitent pour avoir un vrai souvenir de ce moment mémorable qui est très très attendu par le peuple corse, dans sa quasi-entièreté. Et à 6 jours de cette visite, les ventes se sont déjà envolées. Samedi, j'ai déjà mis pour le premier jour ces affiches à disposition. Elles sont parties en 24 heures. Le pape est attendu sur l'île de Beauté le 15 décembre prochain, une semaine après la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Enfin, un mot des funérailles de Nils Arestrup qui ont eu lieu ce matin à l'église Saint-Roch de Paris. Plusieurs personnalités se sont réunies pour rendre un dernier hommage à l'acteur de 75 ans, décédé le 1er décembre dernier des suites d'une longue maladie. Je vous propose d'écouter les acteurs Macha Merrill et Jean-Michel Ribes. Il avait une ambition qui était immense. C'était de nous laisser justement l'amour de l'art, du théâtre. Et je pense que le théâtre peut sauver le monde comme lui. Il voulait donner du bonheur, il voulait montrer qu'il était vraiment, qu'il était un homme généreux, et non seulement généreux, mais avec beaucoup d'empathie pour le monde. Merci Mickaël, votre grand journal, on le rappelle, autour de 15h, à 15h même précisément, c'est plus simple. La chronique éco, Éric Matin, tout de suite. Votre programme avec la carte PCS Absolute. Un compte, une carte, un RIB en 5 minutes chez votre buraliste ou sur mypcs.com. Bonjour Eric. Bonjour Nelly. Décidément, vous êtes un peu oiseau de mauvais augure. En 2025, les impôts vont augmenter, nous dites-vous, malgré donc la loi spéciale qui sera présentée demain en Conseil des ministres. Et oui, on pensait que ça changerait quelque chose. Eh bien non, le ministère du Budget nous l'a dit. Donc c'est une information CNews. Les impôts vont bien augmenter en 2025 parce que cette loi spéciale ne va pas modifier les tranches fiscales. Elles ne vont pas être réévaluées, ces tranches fiscales, en fonction de l'inflation. Et donc, vous aurez bien 400 000 Français qui vont payer un impôt alors qu'ils n'en payaient pas, et 18 millions de Français qui en payeront plus. Alors cette loi spéciale, elle sera votée, ça c'est sûr, mais c'est de l'urgence, c'est juste pour lever les impôts rapidement et payer les services publics. C'est la première fois que ça arrive depuis 1979, mais rien d'autre n'est prévu. Certains ont dit oui, mais il y aura un amendement. Eh bien, pas d'ajustement non plus à ce niveau-là, ça sera rejeté, c'est anticonstitutionnel, paraît-il, cet amendement. Donc voilà, c'est le résultat de la dissolution. Est-ce que c'est temporaire ? Est-ce qu'on peut espérer un remboursement à un moment ou à un autre ? Ça, on verra ce que décidera le prochain gouvernement. Là, c'est vraiment un mystère. Alors, théoriquement, on peut espérer qu'il y aura effectivement dans le budget cette disposition, mais ça veut dire qu'il faudrait avoir rétroactivité et donc remboursement des Français qui auraient payé l'impôt. C'est une sacrée usine à gaz. On verra ce qui sera décidé, mais en tout cas, quand on pose la question à Bercy, au ministère du Budget, on dit voilà, c'est le résultat de la dissolution. Bravo aux députés qui ont voté cette censure. Merci quand même, Eric. Sans rancune, à demain. C'était votre programme avec la carte PCS Absolute. Un compte, une carte, un RIB en 5 minutes chez votre buraliste ou sur mypcs.com. Dans un instant, et après cette petite pause avec nos invités François Coq et Yvan Riofol, cet après-midi, on parlera bien sûr de l'avancée du HTS et de ces différentes mouvances qui le composent aujourd'hui à Damas, la chute de Bachar el-Assad et ses conséquences, le jeu aussi géopolitique avec Israël qui a bombardé de manière très nourrie beaucoup de dépôts militaires, de bases militaires pour tenter de venir à bout notamment de l'État islamique ou de sa résurgence. Et puis on s'intéressera au sort de ces djihadistes français qui sont toujours enrôlés dans les troupes du HTS. Qui sont-ils ? Il semblerait qu'ils appartiennent aux branches les plus dures qui sont allées faire le califat. A tout de suite. Nous voici de retour. On va parler de ces 10 djihadistes français qui ont donc été identifiés dans les rangs du HTS en Syrie, ou HTC, c'est selon, je ne sais pas comment vous écrivez, Cham, qui est le dernier mot de cet acronyme. Sans qu'on sache s'ils ont pris part à l'assaut de Damas. D'autres forces islamistes étant présentes dans le pays, on évalue aujourd'hui à une centaine, on est peut-être un peu en deçà, le nombre de Français qui sont donc enrôlés dans ces mouvements. Regardez ce que ça donne avec ce résumé de la rédaction. Des djihadistes français au sein des rebelles. Une dizaine de personnes parlant français auraient été identifiées dans des vidéos. Une menace potentielle que la France surveille de près.
Nous sommes vigilants parce que dès lors qu'il y a une situation géopolitique qui est mouvante, et notamment dans une zone du monde dans laquelle les tensions sont particulièrement importantes, nous savons d'expérience que ces tensions peuvent avoir des répercussions sur ce qu'il est convenu d'appeler la djihadosphère, et sur la part de djihadosphère qui est en France. Impossible de savoir s'ils ont participé à la destitution de Bachar al-Assad. Il serait une centaine de djihadistes français en liberté dans la poche d'Idlib en Syrie, dont ce niçois, Omar Diaby, le numéro 1 des recruteurs terroristes français. C'est ceux sur lesquels il y a la principale préoccupation aujourd'hui. C'est-à-dire ceux que vous avez peur de voir revenir en France ? Ceux sur lesquels nous sommes attentifs sur ce qu'ils vont faire. Le groupe de Omar Diaby, qui était plutôt isolé, qui est toujours un groupe très actif dans la propagande et qui était plutôt celui qui était attractif pour les Français qui voulaient rejoindre la Syrie dernièrement. D'autres djihadistes français sont encore détenus dans les prisons en Syrie, gérées par les Kurdes. On va vous montrer quelques images en direct. Vous savez, on a beaucoup parlé de ces réfugiés syriens qui tentaient de rentrer, de ceux des pays limitrophes qui tentaient de rentrer à la faveur donc, de ce changement de régime. Et là, c'est Masna, à la frontière avec le Liban, où on voit donc un flot assez continu, alors c'était assez furtif aussi, de voitures sans doute qui rentrent, puisqu'on a dit qu'il y avait une aspiration à revenir avec cet appel d'air créé par la vacance du pouvoir et par ce sens et ce sentiment de liberté. Que penser de ce qui se passe d'une manière plus générale et avant d'en venir aux djihadistes ? Est-ce que on est à l'aube de quelque chose qui insuffle de l'espoir ou, comme dirait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, il faut être 100% inquiet aussi ? On est dans une période de grande instabilité, ça, il faut en avoir absolument conscience. On est dans un moment où la carte du Moyen-Orient est en train de se redessiner. Il y a des grands équilibres qui sont en train de bouger. Il y a des gagnants et il y a des perdants au petit jeu qui a lieu depuis maintenant quelques semaines et quelques mois. Incontestablement, on voit là qu'il y a une victoire d'Israël, des États-Unis et surtout de la Turquie. Il y a des grands perdants. Qui sont notamment aujourd'hui les Kurdes, qui sont dans une situation extrêmement complexe. Il y a un certain nombre de pays, et d'abord européens, qui ont raison d'avoir de grandes inquiétudes. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce qu'ils vont pouvoir prolonger la joie qui est la leur de libération ou est-ce qu'ils vont se retrouver dans un nouvel étau qui risque d'être, là encore, assez malheureux, c'est le peuple syrien. Donc on rentre dans cette période de grande instabilité géopolitique, avec en surplomb la question de l'Iran, qui était jusqu'alors l'un des acteurs majeurs de la région, mais qui, en ayant vu le Hamas affaibli d'un côté, le Hezbollah en grande partie détruit d'un autre, le régime syrien de Bachar al-Assad tombé à terre, se retrouve aujourd'hui dans un état de fragilité tel qu'on ne l'a pas connu depuis très longtemps et dont on ne sait pas bien quelle sera sa réaction. Est-ce que ça va l'inciter à se raidir plus encore, ou alors est-ce que les tensions qui existent au sein aussi de la société iranienne vont le conduire lui aussi proche d'un effondrement. Bon, pour revenir au HTS, c'est quand même l'islam rigoriste qui prône l'application de la charia. On l'oublie pas. Mais après, il y a un attelage un peu bizarre de mouvances. Il y a même des laïcs qui sont venus de concert pour renverser Bachar Si vous al-Assad. permettez, moi je voudrais quand même qu'on n'essaie pas, parce que j'ai vu ce mouvement depuis maintenant plusieurs jours, d'essayer de repeindre ces gens qui sont des islamistes djihadistes, avec le passé tel qu'on le leur connaît, à la fois au sein de Daesh, mais aussi au sein de l'État islamique. Al-Jolani a rencontré al-Baghdadi dans les geôles irakiennes. Il est al-Nusra aussi. Et il l'a envoyé monter cette opération en Syrie. Et quand bien même Al-Jolani a une vision peut-être plus que d'autres nationale de son islamisme, ne passons pas sous silence cette idée djihadiste qui se maintient. Et quand moi j'entends un certain nombre de commentateurs en France ou ailleurs, je pense notamment aux Américains, où j'ai entendu sur CNN que le HTS était présenté comme les rebelles. Vous savez, les rebelles, comme dans Star Wars, la rébellion, c'est plutôt sympa, ces gens-là. J'ai l'impression qu'on est en train de les ripolliner un petit peu à moindre coût, et je pense que ce serait une erreur. Enfin, les Américains rappellent aussi que cet homme, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt qui a toujours cours aujourd'hui. Parlons des Français. On dit qu'ils sont encadrés de manière spéciale, surveillés pour ne pas se livrer à des exactions. Ça aurait été le mot d'ordre qui a été donné par le nouveau chef Al-Jolani. Mais ce sont quand même parmi les plus durs. Et s'ils sont une centaine, on peut imaginer que peut-être certains voudront soit partir pour rejoindre le gros de ces troupes, soit
pour certains, rentrer. Il va falloir être très vigilant. D'abord, cela rappelle un fait que conteste en général une partie de la gauche, c'est qu'il existe bien des Français de papier. C'est-à-dire que vous avez des Français qui ont effectivement la nationalité française et qui n'ont rien de français. Non seulement qui n'ont rien de français, mais qui sont prêts à prendre les armes contre l'Occident, donc contre la France. Bon, ceci est posé, ceci est une évidence, mais pas pour tout le monde, donc autant le rappeler. Ensuite, effectivement, vous avez toute une partie de Français qui ont mené le djihad et qui sont partis en Syrie ou pour combattre le régime syrien, ou pour essayer, avec les djihadistes dans leur enclos, là, dans le nord, précisément de vivre à la charia. C'est bien leur droit. J'invite tous les djihadistes français qui voudraient vivre selon les règles de la charia à tout de suite aller... Certains ont déchanté ou vous voulez revenir à tout de suite aller en Libye, parce que je ne suis pas convaincu du fait que la Libye s'ouvrirait à ce point à la liberté. Moi, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Je pense qu'il faut être terriblement vigilant. Il faut prendre les leçons du passé. Nous avions applaudi tous autant que nous en étions au printemps arabe en 2011, je crois, et on a bien vu ce que le printemps arabe avait fait advenir, c'est-à-dire effectivement une force totalitaire, c'est la force du djihad, la force de l'islam radical, et nous sommes dans cette position-là. Maintenant, que peut-on faire de ces Français si d'aventure ils entendaient revenir en France? Je ne suis pas sûr qu'il faille les accueillir. En tout cas, pour ceux qui ont la double nationalité, il serait peut-être bon de les déchoir de leur nationalité française, en tout cas, afin qu'ils aillent rejoindre un autre pays musulman islamique à leur bon gré. Ça, on peut les encourager à cela. Pour le reste, naturellement, c'est une menace terroriste potentielle. Et je n'ai pas les éléments, mais j'entendais le parquet antiterroriste ce matin, un représentant du parquet antiterroriste sur une radio périphérique, nous dire qu'ils étaient vigilants. J'espère qu'ils ont les moyens de leur vigilance. Car bien sûr, tout ça, ce sont des bombes humaines. Dès qu'il y a une déstabilisation, et malgré donc toutes les mesures entreprises, on l'a vu par l'Autriche, par l'Allemagne, la France qui aussi va revoir les demandes. Bon, ça crée de toute façon des déflagrations dès qu'il y a des déstabilisations de régime, des changements de régime. Et il y a toujours des individus qui arrivent à s'introduire comme ça dans des pays en profitant d'un afflux de civils. C'est ça qui est à craindre aujourd'hui. Toujours, parce que les choses sont beaucoup moins structurées qu'il y paraît là. Ce mouvement d'opposition syrienne est tout sauf unifié. Et sera-t-il capable de s'unifier? Et s'il s'unifie, il y a quand même des chances qu'il s'unifie autour de ce qui est la puissance la plus grosse en son sein, qui semble être aujourd'hui le HTS et les islamistes qui ont la main. Et puis, au-delà des Français, ayons en tête que le HTS était basé autour de la région d'Idlib, mais il y avait d'autres régions avec des poches djihadistes internationaux qui ne venaient pas forcément des pays européens, qui venaient pour certains d'Asie ou d'ailleurs, mais qui, eux, ont maintenu leur perspective djihadiste. Est-ce que ceux-là ne seront pas aussi envoyés commettre des attentats en Europe ou ailleurs? C'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure, et j'imagine que le parquet antiterroriste fait son œuvre. Il a l'air bien renseigné, mais on avait vu trop de trous dans les mailles du filet la dernière fois. Merci beaucoup. On va s'interrompre. Merci Yvan, et je vous dis à très vite sur ce plateau. Je crois que vous restez en deuxième heure. Tout de suite, l'heure des livres.